Bonjour Catherine. Alors, on est vraiment content et contente de vous voir. Il y a beaucoup de noms que je vois pour la première fois, donc je pense qu'il va y avoir des potentiels coups de cœur avec vous aujourd'hui. Mon nom est Claudine Auger. Je suis professeure titulaire à l'Université de Montréal et je suis porteuse de l'initiative UTech depuis ses tout débuts. On va vous raconter ça tantôt. Et je vous dirais que moi, ce qui m'intéresse dans UTech, c'est de monter jusqu'à l'Everest qui va nous permettre euh, de mieux évaluer les technologies. Donc, pendant nos présentations, on vous invite à aller cliquer sur le WooClap qu'il y a là. Vous allez voir, on va vous donner des indices pour que vous puissiez identifier le loisir qui nous caractérise, chacun et chacune d'entre nous. Donc, je vous ai déjà donné un indice, mais je ne vous ai pas donné la consigne. Donc, je vous rappelle que moi, ce qui m'intéresse dans UTech, c'est de gravir l'Everest avec vous jusqu'au sommet où on pourra mieux évaluer les technologies ensemble. Alors, je passe la parole à Karine. Merci Claudine. Bonjour à tous et à toutes. Un très grand plaisir de vous présenter UTech ce midi. Moi, j'ai commencé l'initiative UTech, j'étais étudiante, j'étais stagiaire postdoctorale et maintenant je suis rendue co-responsable avec Claudine. Donc, je m'appelle Karine Latulippe, je suis ergothérapeute et professeure en technologie éducative à l'Université TÉLUQ. Et puis, en tout cas, ce midi, ce qu'on veut, c'est vous présenter l'initiative puis voir des collaborations potentielles avec vous. Puis j'espère que vous allez embarquer avec nous dans cette magnifique aventure. Et je laisserai je laisserai la parole, pas ma parole, mais la parole à Raphaël. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Raphaël, je suis étudiant au doctorat en sciences de la réadaptation et moi dans mes travaux de recherche j'utilise une technologie de réadaptation parce que ce que je fais c'est que je regarde si on peut évaluer un patient à distance s'il y a de la douleur à l'épaule à l'aide de la visioconférence ou ça pourrait être aussi de la photographie. Et j'ai rejoint UTech parce que je me suis bien rendu compte que l'utilisabilité d'une technologie de réadaptation c'était très important. Et maintenant je vais passer la parole à Naï. Donc, salut à tous, moi c'est Naï, je suis étudiante à la maîtrise en réadaptation à l'Université de Montréal. J'ai rejoint UTech comme étudiante il y a 1 an, donc ça fait pas très longtemps, mais depuis le projet roule comme sur des roulettes. Et donc c'est ça, j'espère que vous allez rejoindre l'initiative. Je redonne la parole à Raphaël. Super, on vous laisse encore 10 secondes pour répondre, puis on va passer aux réponses, savoir quel est le loisir de chacun. Et voici les réponses. Donc, nos indices devaient être assez transparents. Est-ce que je comprends que tout le monde a eu les bonnes réponses? Je pense qu'on a quasiment 100%. Super. Et maintenant, à notre tour de vous poser une question. Nous, la question qu'on se pose, c'est « Et vous, qu'est-ce qui vous a motivé à venir nous voir, à venir nous rencontrer aujourd'hui ?» Donc, est-ce que c'est le même code? Ouais, logiquement, ça change sur le téléphone automatiquement. Parfait. Donc, le temps que vous répondiez, ah oui, Catherine, tu as levé la main? Oui, Ah, c'est OK. bon. Donc, Je voulais faire un commencer. thumbs up pour dire que c'était correct, que la question s'enchaînait. Parfait. Donc, on s'est dit que pendant que vous répondez, on pourra rebondir sur ce que vous mettez ici sur l'écran. Donc, en tant que membre inter, vous êtes venu en tant que membre qui veut suivre les activités du regroupement. Donc, c'est déjà une super bonne raison. Peut-être, Est-ce qu'il y a Claudine, d'autres choses qui arrivent? Oui. peut-être qu'on pourrait dire pourquoi nous, on s'est intéressés à cette initiative-là, en Oui, attendant que les ben, gens c'est ça. répondent. Donc, peut-être vous dire que dans l'origine de UTech, c'était une initiative stratégique du report, donc le réseau de recherche en réadaptation. Probablement que plusieurs d'entre vous connaissent le report. Et c'est venu du fait qu'il y avait un regroupement de technologies de réadaptation au sein du report. Et souvent, les enjeux qu'on avait, c'était de choisir des modalités pour évaluer les technologies qui étaient développées. Donc, autant au stade de l'identification des besoins, au stade où on faisait du prototypage ou lors de tests dans la communauté ou l'implantation en milieu réel. Et on se voyait que tout le monde se posait ces mêmes questions-là et qu'on recommençait le même travail, chacun dans nos laboratoires. Donc, on s'est dit,
en faisant une telle initiative, on va mettre en commun nos informations et nos compétences, mais aussi pas juste mettre les informations, mais ensemble même aller plus loin que ça et proposer des méthodes ou être critique par rapport aux méthodes qu'on utilise. Donc, les gens sont là tout à coup, tout ça, c'est bien diversifié. Donc, je te laisse peut-être prendre la parole, Karine, puis moi, je vais regarder les mots-clés pendant que tu parles. Oui, puis moi, je trouve très drôle que la raison que des gens soient là, c'est à cause de moi, tu sais. Mon nom est écrit. Mais la raison, moi, pour laquelle je me suis joint à UTech, en fait, je suis une personne très pragmatique. Puis, je fais beaucoup de co-design, du développement technologique, de technologie numérique, entre autres, qui a un aspect éducatif. Et il vient toujours le moment où on veut évaluer l'utilisabilité. Puis moi, je commence très, très tôt, généralement, dans le processus. Alors, c'est quoi l'outil que je veux utiliser, quelle approche et tout ça. Et là, Claudine arrive avec cette idée-là de dire, ben, tout le monde fait ces démarches-là, on peut-tu les mettre en commun? Et là, vous allez voir, on a un super répertoire où, finalement, quand on se pose des questions, on peut aller là et explorer qu'est-ce qui existe pour pouvoir vraiment améliorer notre façon de faire l'évaluation de l'utilisabilité. Donc, on voit ici qu'il y a de la curiosité, que les gens veulent en apprendre davantage, veulent découvrir, voir aussi des collaborations potentielles. Puis ça, vous allez voir, il y a vraiment plusieurs façons de collaborer avec nous sur UTech. Donc, autant pour les étudiants, les chercheurs, mieux connaître. Alors, en tout cas, de ce que je vois ce qu'on a prévu devrait répondre à ce qui vous a motivé à venir. Et puis, j'ai vu le mot budget. Ça m'intrigue. Si jamais dans le chat, vous pouvez dire c'est quoi la question de budget. J'ai hâte de voir là, qu'est-ce qui peut avoir amené quelqu'un à être ici pour des raisons de budget. Donc, alors peut-être qu'on peut poursuivre. Là, moi, c'est bien parti. Donc, UTech en 4 images. On a en quelque sorte commencé à répondre à la question, mais quand vous allez sur le site web de UTech, puis je pense à ça, tantôt on va vous faire naviguer un peu dans le site, mais on va s'assurer, je pense que le lien était dans l'invitation inter, hein, Catherine, donc vous pouvez là, aller naviguer. On s'assurera en tout cas de le mettre dans le chat s'il n'était pas dans l'invitation. Mais la première chose, c'est quand on dit technologie de réadaptation, qu'est-ce qu'on veut dire? Il y aurait plusieurs façons de définir ça. Donc, dans la première année, quand l'initiative s'est mise sur pied, donc je voudrais qu'à partir de 2018, on a commencé à se réunir, puis on a commencé à avoir du financement en 2019 du report. Puis on s'est donné une définition de ce que ça comprenait. Tu sais, c'était quoi un peu l'éventail de ce qu'on voulait couvrir. Et donc, dans technologie de réadaptation, c'était des technologies qui peuvent servir, par exemple, au moment de dépister, d'évaluer ou de faire un traitement. Et même une fois que la personne a terminé sa réadaptation puis qu'on est dans le soutien à domicile, on voyait vraiment avoir une perspective large. Donc, des technologies qui pourraient servir à évaluer, donc évaluer les technologies qui évaluent, mais aussi pouvoir être aussi des technologies d'assistance parfois qu'on dit là, comme les fauteuils roulants intelligents ou des technologies là, qui sont développées par les membres. Je pense qu'à Inter, ils s'en développent de ces technologies. Donc, c'est assez vaste notre définition de technologie de réadaptation. Puis, elle est sur le site web de UTech, cette définition-là. Si vous voulez la lire là, de façon plus détaillée, vous allez sur En savoir notre mission. Et là, vous avez nos différentes définitions. Puis ensuite, la deuxième image sur laquelle on voulait vous amener, c'est le fait qu'on s'intéresse à tous les stades de développement de technologie. Donc, est-ce qu'on est au stade d'idéation ou est-ce qu'on est en train de capter les besoins des utilisateurs? Et autant, bon, les personnes en situation de handicap, quand on parle de réadaptation, ou personnes avec incapacité, je devrais dire, qu'au moment où on est au prototypage ou à l'évaluation en milieu réel, implantation. Donc, on voulait aussi avoir un spectre large parce que les outils qu'on va utiliser pour évaluer vont changer selon le stade de développement des technologies et les approches aussi qu'on va utiliser. Donc, est-ce que j'ai une technologie qui est tellement émergente que je dois utiliser une vidéo pour l'expliquer versus j'ai un système pleinement développé. Donc, ça, c'est les 2 premières images du haut. Donc, nos deux premières images. Je laisse Karine poursuivre. Oui, alors pour pouvoir réaliser tout ça puis faire cette mise en commun-là, on a pensé à différentes façons de le faire. L'image là, dans le cadran inférieur à gauche, c'est vraiment une image, en fait, c'est une capture d'écran
du répertoire UTech. Le lien est dans le chat 2 fois plutôt qu'une d'ailleurs. Alors, c'est vraiment un site web où on rend disponible en fait des fiches synthèse sur les différents outils et approches. Actuellement, il y a beaucoup plus d'outils que d'approches parce que c'est un volet qu'on va développer davantage cette année. Vous allez voir aussi dans les questionnaires, par exemple, il y en a qui s'intéressent autant à l'utilisabilité de façon générale, comme le système Usability Scale pour dire quelque chose. Puis des fois, on est plus au niveau du outcome qu'on veut aller chercher avec notre technologie. Et ce qui est particulièrement intéressant, puisqu'on va approfondir dans les prochaines minutes, c'est toute la méthodologie qui supporte la création des fiches synthèse, entre autres l'évaluation de la qualité métrologique de chacun des outils. Et l'autre voie aussi pour pouvoir mettre en commun toutes ces connaissances-là et ces expériences-là, c'est une communauté de pratique. Alors ça, c'est nouveau de cette année. Ceci dit, elle existait quand même de façon informelle, mais on la formalise cette année vraiment. Et ça, c'est une des collaborations, si vous avez le goût de venir faire partie de la communauté de pratique. Ce qu'on va faire dans les prochaines semaines, c'est vraiment d'envoyer aux gens qui sont intéressés à faire partie de la communauté un questionnaire pour connaître c'est quoi les sujets d'intérêt, c'est quoi la fréquence, quel type d'activité qu'on veut. On veut-tu un atelier en présentiel, en ligne? Et après ça, on va définir des activités à faire. On aimerait en faire 3 à 4 pour cette année. Et ça peut être, par exemple, d'approfondir une approche du Think Aloud, par exemple. Puis là, on fait vraiment une démonstration, puis on explore cette approche-là. Ça pourrait être quelqu'un qui veut présenter, qui utilise, par exemple, des indicateurs neurophysiologiques dans l'évaluation de l'utilisabilité. Donc, on va déterminer ça ensemble et puis après, on va essayer de tout le monde approfondir nos connaissances en utilisabilité. Puis évidemment, à la naissance de ces rencontres-là, il y aura certainement des fiches synthèses là, qui vont s'ajouter au répertoire web là, pour pouvoir maintenir ces connaissances-là dans le temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter, groupe? Non? Parfait. Pour vous expliquer un petit peu notre fonctionnement, donc comme Claudine l'a dit, il faut savoir que le projet, il a été créé en 2018, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et les premières recensions qui ont été réalisées, c'était des recensions thématiques. C'est-à-dire que là, l'idée, c'était pas regarder un questionnaire précis ou une approche précise, c'était plutôt de s'intéresser à un type de technologie, par exemple les fauteuils roulants électriques, les exosquelettes, ou encore des clientèles cibles. Par exemple, les personnes ayant fait des AVC, des choses comme ça. Et donc, il faut quand même le souligner, 31 recensions qui ont été menées, donc 31 équipes qui ont travaillé sur une thématique précise. Et ça a permis de créer, d'identifier 57 outils qui étaient des questionnaires, parce que le point de départ qui a été choisi, c'était de regarder des questionnaires, mais ça pourrait être aussi autre chose maintenant, ça, il faut le souligner aussi. Et donc, il y a 57 outils qui ont été identifiés, et ces outils-là ont eu chacun une fiche synthèse de créer ensuite sur UTech. C'était des fiches synthèse, on va dire, sommaires, juste avec une description de l'outil, des références pour quand même savoir que l'outil existe, puis avoir les références utiles. Il y a un deuxième type de recension qu'on fait beaucoup plus maintenant, et qui est plus un travail de précision, c'est de faire des recensions spécifiques. Donc là, on ne s'intéresse plus à une thématique, mais plutôt à un questionnaire. Par exemple, le système Usability Scale, sur lequel on est en train de travailler en ce moment. Et donc, ces recensions-là sont faites un peu comme sont faites comme des revues systématiques. Donc, il y a un protocole qui a été publié sur Prospero. Et donc là, ce qu'on va regarder, c'est en détail, on veut évaluer la qualité de l'outil. Donc là, pour l'instant, on l'a vraiment fait que pour des questionnaires. Et on va aussi regarder ses qualités psychométriques, puis avec quelle technologie de réadaptation elle a été utilisée. Et toutes ces informations-là, ensuite, on les importe dans les fiches sommaires. Puis là, ça devient des fiches complètes avec beaucoup plus d'informations. Et Naïf va vous faire une démonstration tout de suite. C'est bon, je vais partager mon écran. Donc, juste me confirmer, c'est bon? Oui. OK, donc là, je vous montre sur le site UTech un exemple de fiche qui est la fiche EMI. Et donc, quand on entre dans une fiche, d'abord, on a comme un sommaire de c'est quoi l'outil en général, ainsi que les membres de UTech qu'on pourrait potentiellement contacter si on a plus de questions sur cet outil spécifiquement, ainsi qu'un sommaire des qualités psychométriques qui ont été évaluées. Au cas où on veut plus de détails sur pourquoi telle cotation a été mise, on peut voir les détails de la psychométrie et là consulter chaque article qui traite de cet outil-là avec une technologie et pouvoir savoir pourquoi spécifiquement cette cotation a été mise pour cet outil-là.
Donc, ça, c'est pour avoir plus de détails sur la psychométrie. Ensuite, pour le suite de la fiche, il y a comme une section sur les détails de l'outil, tels que les versions qui sont disponibles, durée d'administration, tout, donc tout ce type d'informations. Mais surtout, il y a le type de technologie avec lequel la technologie a été soit testée d'un point de vue psychométrique, soit a été utilisée pour évaluer une certaine technologie. Et donc, ça vous permet d'avoir une idée à quel point cet outil a été utilisé ou pourrait être utilisable avec une certaine technologie que vous voulez évaluer. Ensuite, dans la section des définitions, vu qu'on nous, on s'attarde sur l'utilisabilité, il y a les 3 dimensions qui est satisfaction, efficience et efficacité. Vous pouvez savoir quelle dimension de l'utilisabilité est évaluée dans cet outil, avec quelle sous-échelle spécifiquement, et ainsi que d'autres détails sur sur la notation de l'outil. Et là, une section très intéressante, c'est que vous pouvez interagir directement en mettant des commentaires dans la fiche, que ce soit sur le contenu de la fiche, votre appréciation ou bien comment on pourrait l'améliorer, des références supplémentaires. Et donc, n'hésitez pas à venir interagir au niveau de la fiche, ainsi que l'ensemble des références qui ont été utilisées pour mettre en place cette fiche. Donc, ça, c'est un avant-goût de de la fichiothèque. Si quelqu'un de mes collègues aimerait rajouter quelque Oui, chose. peut-être, pourrais-tu, Nay, aller cliquer sur le petit bouton bleu qui nous montre que facilement on se rend à la référence une fois que, je m'intéresse à évaluer, par exemple, je trouve ça Ouais, intéressant que je m'intéresse à la rééducation du membre supérieur. Là, on voit on pourrait aller cliquer sur la référence associée à ça ouais, en donc glissant. c'est ça. Par exemple, si ça nous intéresse de savoir si l'outil a été utilisé avec un dispositif pour la rééducation du membre supérieur, on peut cliquer sur ces références-là. Et donc, ça va directement nous amener à la liste de références. Bon, on peut cliquer sur n'importe quelle référence ici et on aura plus de détails sur comment avoir accès à l'article. Donc, le nom, Il y a les auteurs et un tout cela. bouton aussi pour voir l'outil, il me semble, voir le questionnaire, donc Oui, obtenir cet outil. Ouais. oui, ici, et aussi capable de le partager et de le citer. Donc, si on veut partager la fiche, on clique sur le bouton et à ce moment-là, il y a comme On a une la référence. citation facile à partager. Donc, peut-être juste dire que la raison pour laquelle on a créé ce bouton-là, c'est que les équipes qui travaillent sur les fiches peuvent intégrer dans leur CV cette référence-là. D'ailleurs, j'ai vu tantôt Lionel qui est ici et qui fait partie d'une des équipes. Donc, c'est possible dans le CV des personnes qui ont contribué à la fiche, dans la section mobilisation des connaissances, de référer à cette fiche avec le lien. Et à ce moment-là, ça devient une entrée dans votre CV. Donc, je prends le temps de le souligner parce qu'on sait que les CV, c'est très important dans la vie des scientifiques. Donc, merci, Naï. Moi, je n'avais pas autre chose. Est-ce que l'équipe, ça va? Non, c'est Continue. super. Ah. Pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une recension, il faut savoir que si vous allez sur Prospero, vous avez le protocole générique, c'est-à-dire que ça décrit toute notre méthodologie, mais nous, on va l'adapter à chaque outil. Donc la première étape, et ça c'est le coordonnateur ou la coordonnatrice de recherche qui l'a fait, c'est que moi par exemple, pour la recension qu'on est en train de faire sur le système Usability Scale, la première chose que j'ai fait, c'est personnaliser notre équation de recherche qui a été développée avec des chercheurs et une bibliothécaire sur l'outil qui nous intéresse. Ensuite, encore ça, c'est une tâche du coordonnateur, c'est que je lance à chaque fois toutes les stratégies sur les différentes bases de recherche qu'on a choisies. Puis, on va utiliser Covidence pour la sélection des études. Puis ça va faciliter le travail. Donc, on fournit l'accès à Covidence aux équipes. Puis, les étudiants vont faire la sélection des articles, encore une fois, supportés par moi, puis si besoin par les chercheurs qui les encadrent. L'étape suivante, c'est toujours comme une revue systématique, c'est qu'on va venir extraire les données de chaque étude portant sur l'utilisabilité, le contexte où ça a été utilisé, le type de technologie, ou encore avec quelle technologie ça a été utilisé. Et ensuite, on évalue aussi la qualité méthodologique. Et pour ça, on prend les critères COSMIN. Et encore une fois, les étudiants sont encadrés et formés sur l'utilisation du COSMIN. Et là, c'est pas vraiment la dernière étape, mais c'est une des étapes principales, c'est qu'on va venir justement intégrer toutes ces données-là sur une fiche sur l'UTEC. On va venir compléter la fiche sommaire qui avait été créée, et puis ça devient une fiche complète. Et
une étape pas bonus, mais qui arrive parfois, c'est déjà arrivé par le passé, puis le fait que le protocole est publié sur Prospero, puis que notre méthodologie est robuste, ça facilite ça, c'est que les recensions peuvent faire l'objet d'une publication scientifique. Donc ça peut être intéressant à la fois pour les étudiants comme pour les chercheurs qui les encadrent. Pour vous expliquer un petit peu, c'est quoi le rôle de chacun dans ce projet-là, lors d'une recension, faut savoir que le coordonnateur de recherche, donc moi pour l'instant, en ce moment, c'est vraiment lui qui supporte la recension. C'est-à-dire que moi, par exemple, ce que je viens de vous dire, c'est moi qui personnalise les équations de recherche qui vais les lancer, c'est moi qui prépare le covidence, c'est moi qui forme et qui supervise les étudiants, et ça, on y tient vraiment, c'est vraiment quelque chose qu'on a à cœur de transmettre des connaissances et des compétences aux étudiants et vraiment d'avoir un aspect de formation dans le projet. Les étudiants, c'est vraiment eux qui vont faire la majorité du travail. C'est-à-dire que c'est eux qui vont faire le tri des études. Encore une fois, ils sont supervisés pour faire ça. C'est eux qui vont extraire les données, évaluer la qualité méthodologique, puis c'est eux qui vont synthétiser les données. Puis le travail des chercheurs, c'est vraiment un travail de révision. Ça veut dire qu'on fait attention de ne pas vous demander trop de travail. Et le travail qu'on va vous demander à chaque fois, c'est vraiment apporter votre petite touche en plus, votre touche d'expert. Donc, ça va être juste, par exemple, réviser les équations de recherche, sachant qu'elles ont déjà été faites avec une bibliothécaire, mais des fois, on pourrait les améliorer. Si jamais il y a des conflits, par exemple, pendant la sélection des études qu'on n'arrive pas à résoudre entre nous, on pourrait vous solliciter à ce moment-là. Puis, on vous demande aussi une révision pour être sûr que la fiche est bien correcte sur la qualité méthodologique, le score grade, puis une révision globale de la fiche UTEC. Donc, vraiment, l'engagement des chercheurs, quand ils s'engagent dans une recension, c'est vraiment un travail de recension. Puis, c'est les étudiants qui vont faire la majorité du travail et moi qui les aide sur ça. Pour vous parler un petit peu de nos projets en cours, il faut savoir qu'on en a beaucoup. Et le premier qui nous tient à cœur, c'est le développement de la communauté UTEC. Donc, vous faites peut-être partie déjà de la communauté UTEC sur LinkedIn, mais si ce n'est pas encore le cas, vraiment, je vous conseille de nous suivre parce qu'on publie au moins toutes les 2 fois par semaine, soit sur du contenu qu'on a sur notre site, sur des nouvelles fiches qui apparaissent, ou du contenu de réadaptation ou sur des technologies. Un deuxième, il faut savoir que notre initiative, en ce moment, elle a une dimension internationale parce qu'on collabore avec la France, donc avec le professeur Mandibou de l'Université de Limoges, puis on est en train de mener une recension sur le système Usability Scale. Et quelque chose qui peut être intéressant si vous êtes chercheur et que vous encadrez des étudiants pour leurs travaux de fin d'études. Là, par exemple, Claudine a 2 étudiants qui travaillent sur la réalité virtuelle et donc ils réalisent leur projet d'intégration sur ça et ils font des revues systématiques. Et donc, ces revues-là, en même temps, sont intégrées au projet UTEC, c'est-à-dire qu'ils font des revues sur des outils qui vont bénéficier d'une fiche à la fin. Et donc, les étudiants, en plus de la supervision de Claudine, ils bénéficient de la supervision lors de la recension. Puis, le dernier point qu'on est en train de lancer, puis ça, je vais passer la parole à Karine, c'est la communauté de pratique. Oui, c'est ça. Donc, je n'ai déjà parlé un peu, mais si vous avez le goût de faire partie de cette communauté-là, donc de développer en fait vos compétences en évaluation de l'utilisabilité, je vous invite, on va, dans quelques diapos, là, il va y avoir la possibilité d'inscrire votre nom. Sinon, vous nous contactez soit sur LinkedIn, soit directement Raphaël, Claudine, Naï ou moi. Ça va nous faire plaisir. Puis, on va pouvoir là, initier ça. Donc, c'est vraiment, puis la communauté, c'est vraiment... On apprend ensemble à développer nos compétences en utilisabilité. Puis j'ajouterais sur ça, Raphaël, il faut vraiment le voir comme en fait une espèce d'échange vraiment dans cette idée-là de partager tout le monde nos travaux et notre intelligence collective. Par exemple, je travaille sur un projet où on développe un jeu sérieux pour les utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée. Et puis, dans la liste éventuelle des outils, il y a le Game Engagement User. Donc, je pourrais, moi, travailler avec mes étudiants, dire Raphaël, on aimerait ça faire une recension des qualités métrologiques de cet outil-là, puis connaître dans quel sujet, dans quelle technologie il a été utilisé. Et puis là, Raphaël va amorcer avec mes étudiants cette démarche-là. Moi, j'ai un rôle de supervision. Puis finalement, je me retrouve avec, à la fin, quand même des informations pour dire est-ce que je le prends ou pas, puis d'être capable de renforcer, évidemment, là, la rigueur de ma recherche. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on peut voir à la fois le travail du coordonnateur pour venir accompagner nos étudiants, puis la communauté de pratique de façon un peu plus macro sur le développement de nos compétences en utilisabilité. Claudine, y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais ajouter?
Ben, moi, je trouve que tu l'as super bien expliqué et j'ai vu une question dans le chat, donc peut-être qu'on peut voir au niveau de la langue. C'est tout un. On a parlé de la langue depuis 2018 hein, dans cette initiative parce que dès le début, on s'est dit, bon, est-ce qu'on fait tout traduire par des étudiants francophones parce que la littérature est en anglais? On va avoir des soucis d'avoir mal traduit. Comment on va gérer ça? Et puis, alors, peut-être, Karine, que tu peux nous mettre à jour là, sur comment l'entreprise qui nous soutient pour le développer de UTech, quelle est notre approche pour l'instant pour la traduction de tout ce contenu-là? Oui, ben en fait, là, la décision qui avait été prise, c'est que les étudiants allaient mettre, par exemple, la définition de l'utilisabilité, ils la mettaient dans sa version originale, donc par rapport à ce qui était nommé. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand en mode administrateur, là, donc ce que vous ne voyez pas quand vous allez sur le site web, mais en mode administrateur, quand on crée les fiches, on a ce qui est écrit, donc moitié en anglais, moitié en français, dépendamment des articles scientifiques qui étaient disponibles. Et puis, on va les faire traduire par DeepL, donc qui est un outil d'intelligence artificielle de traduction. Donc, ce n'est pas une traduction qui est parfaite. Nous, on fait quand même une révision et tout ça. Et ça permet que le site web soit bilingue, français et anglais. Dans la question dans le chat, il y a 2 niveaux de questions. Hein. Donc, est-ce qu'on sait si les outils sont disponibles dans quelle langue? Ça, dans la fiche sommaire, on a cette information-là. Donc, on sait les versions, puis dans quelle langue l'outil a été traduit. Mais les informations psychométriques, et là, corrige-moi, Claudine, mais sont sur l'ensemble des Oui. articles, et Mais donc ne sont si pas je clique, spécifiques par ouais. langue. Mais si je sais que c'est l'article 3 qui est en français, j'ai le COSMIN spécifique de l'article 3. Tu sais, tantôt, Naï nous a montré, quand je clique, j'ai les données d'un article spécifique. Donc, si je vais avoir mes données psychométriques en français, je peux les voir, mais on a fait un sommaire, en effet, de toutes les publications. Et puis, il y a aussi la question d'une traduction, une validation transculturelle. À ce moment-là, on le précise là, que c'est une validation transculturelle qui a été faite des fois. Donc, ça fait partie aussi de nos questions là, en cours de route. Est-ce qu'on va chercher toutes les langues qui existent? Là, ça devenait comme des fois, pour certains outils, ça peut être énorme. Là, il peut y avoir eu 20 traductions d'un outil. Donc, on s'est beaucoup concentré sur le français et l'anglais, mais dépendant de l'ampleur de la littérature, là, je pense qu'on peut aller vers les références. Dans la liste là, des adaptations disponibles, là, on le liste au début dans la section de la langue. Fait que vous pourriez retrouver la version italienne, par exemple, là, sur le site. OK, donc, très bonne question. Et je vous dirais qu'on a des petits enjeux avec notre traduction automatisée, là. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de choses en français, ou dans les 2 langues, mais peut-être, Karine, on peut expliquer que ça sera bientôt résolu, là, mais on a des enjeux techniques à ce niveau-là. Oui, la fonction est présente. Là, on est capable de faire la traduction, là, mais ça va être stabilisé, là, on espère, dans les prochaines semaines. Bon, alors, on te laisse reprendre ça, Raphaël? Il faut savoir qu'on a déjà, il y a beaucoup de sujets sur lesquels on aimerait travailler cette année. Quelque chose qui nous tient à cœur, puis il y a déjà des chercheurs qui sont manifestés sur cette thématique-là, c'est les capteurs inertiels. Faut savoir que dans la littérature, ce qu'on a vu, c'est que souvent, c'est utilisé avec des mesures de performance pour évaluer justement l'efficacité du capteur. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. On ne l'a pas fait jusqu'à présent, mais c'est quelque chose qui rentre dans notre projet. Donc, si vous avez de l'intérêt pour plutôt utiliser des mesures de performance qui sont utilisées avec les capteurs inertiels, ça nous intéresse. Puis les autres dimensions de l'utilisabilité, comme l'efficience et la satisfaction, ça nous intéresse aussi. Les recensions sur les approches spécifiques, ça pourrait être aussi intéressant en lien avec la communauté de pratique. Puis aussi, il y a plein de fiches qui sont sommaires pour l'instant sur UTech, donc qui n'ont pas bénéficié de recensions spécifiques à l'outil, puis on pourrait chercher à les compléter. Donc si jamais vous voyez qu'il y a un outil qui est référencé sur UTech, puis que vous avez de l'intérêt à travailler dessus, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que nous, ça nous fera plaisir de travailler dessus. Donc ça concerne tous les outils pour lesquels la fiche est sommaire pour l'instant, donc où il n'y a pas de données sur la psychométrie. Puis enfin, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez de l'intérêt pour travailler sur un questionnaire précis qu'on n'a pas mentionné, il ne faut pas hésiter à nous en parler, parce que tant que ça parle d'utilisabilité et puis de technologie de réadaptation, nous, ça nous intéresse. Super. Donc, on continue avec le WooClap. Alors, Oui.
Donc, on aimerait savoir, vous donner l'occasion de nous dire si vous avez envie de collaborer avec nous, oui, non, ou il me reste encore des questions avant de m'impliquer. Alors, c'est comme un peu le moment là, de nous poser vos questions pour voir quelle est l'ampleur et si vous avez un thème particulier, je pense que vous pouvez vous permettre de le mettre aussi dans le chat. Là, je pense pas que est-ce que ça va capter de façon. Est-ce que tu as un champ commentaire? Normalement, on peut laisser des On ne commentaires. saura pas qui. Donc, je pense que si vous répondez oui, on ne saura pas nécessairement comment vous retrouver, là. Donc, n'hésitez pas à nous mettre ça dans le chat, s'il vous plaît, pour qu'on reprenne contact avec vous. Donc, on a 2 personnes intéressées à collaborer, 3, et quelqu'un pour qui il y a une question. Donc, peut-être qu'on peut écouter cette personne-là qui lui reste des questions. Est-ce que vous voulez le dire devant le groupe? Raphaël, si je ne me trompe pas, la prochaine diapo, c'était-tu pour la communauté de pratique? Parce qu'après ça, on tombe où on pourrait arrêter le partage d'écran puis répondre tout le monde là, aux questions. Les gens peuvent ouvrir leur micro. Ouais, exact. Si vous voulez, je peux mettre tout de suite la communauté de pratique. Ben oui, j'irai là, moi. Allez, OK. Donc, la même chose, si vous avez le goût de faire partie de la communauté de pratique, puis d'entendre parler de nos activités et peut-être remplir le questionnaire pour pouvoir manifester, vous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit abordé là, dans ces activités-là, ben n'hésitez pas non plus sur la communauté de pratique. Puis, on peut le laisser ouvert, mais je pense qu'après, la diapo d'après, c'est les questions. Hein, Raphaël, si on ne se trompe pas, là. Ouais. Fait que je suggère qu'on arrête le partage d'écran pour pouvoir vraiment échanger, puis que, ah oui, ça c'est important quand même. C'est important de souligner les financièrement qui nous a supportés depuis le tout début, là. Donc, évidemment, il y avait le report, le RQRV qui supporte la communauté de pratique cette année, le ETEC qui est mon centre de recherche, le CRIR qui supporte beaucoup aussi les travaux depuis le début, qui est le centre de recherche de Claudine, Naï et Raphaël, puis le FRQ là, qui était à la base du financement du report. Puis on a un autre diapo de remerciement qui est importante aussi. Alors ça, c'est tout le monde qui a collaboré d'une façon ou d'une autre depuis le tout début. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui avaient déjà participé à des recensions. Normalement, votre nom, il est là. Donc, vous voyez, c'est vraiment une co-construction, en fait, hein, des connaissances en utilisabilité. Puis en mettant tout le monde l'épaule à la roue, on vient créer une espèce de base de connaissances et de données qui est accessible à tout le monde par la suite. Donc, je ne sais pas pour ces gens qui avaient une question. Oui, c'est ça. OK, là, je vois. Je suis désolée, Ouais. j'avais comme oublié qu'il y avait une section questions, mais on en a au moins une ou deux, en tout cas, dans ceux qui sont là à l'écoute. Fait qu'hésitez pas, là, toutes les questions, les commentaires, des points d'intérêt, le reste du temps est vraiment disponible là, pour qu'on puisse échanger tout le monde ensemble. Donc, on a Isabelle Pagé, qui n'a peut-être pas de lien de parenté avec Catherine. Non. Alors, vas-y, Bonjour. Isabelle. Bonjour, merci de la présentation, c'est intéressant. Je me demandais, là, en fouillant un petit peu sur votre site, les questionnaires qui sont disponibles, comment que vous faites le choix de qu'est-ce qui peut être inclus et non, parce que si on parle d'utilisabilité, vous avez des questionnaires plus sur l'évaluation de la qualité de vie, fait que à quel point, c'est quoi vos limites, puis qu'est-ce que vous voulez inclure dans le système? Oui, fait que je peux expliquer comment, donc, à l'étape numéro 1, là, à partir de 2019, on a fait une grosse stratégie de recherche avec une bibliothécaire, puis on avait 20 000 articles à éplucher. On s'est séparé ça en 10 équipes étudiantes. Et puis, à chaque fois alors, c'était une stratégie très globale avec une série de mots-clés, technologie, réadaptation, utilisabilité, avec toutes sortes de déclinaisons du mot utilisabilité, parce que juste ça, on pourrait en parler pendant 1 heure, là. Qu'est-ce qu'on veut dire par utilisabilité? On utilise la norme ISO de 2018, puis elle est beaucoup plus large que quand les gens réfèrent à NILS, là, genre 2000, autour de 2000. Donc, c'est quand même, ça a évolué, là. Donc, on a une vision plus large. Puis l'autre série de mots-clés était, donc, je dirais, adaptation, technologie, utilisabilité. Et puis, il y avait pas la psychométrie à ce moment-là. On était comme assez large. Alors là, de ça, chaque fois qu'on voyait soit un questionnaire, donc ce qu'on appelle un outil qui est un questionnaire ou une performance, là, donc par exemple une vitesse de marche ou un outil structuré pour évaluer un paramètre d'utilisabilité,
ou encore une approche. Donc, si l'approche était, par exemple, tantôt on a nommé le Think Aloud, donc pour évaluer le niveau, par exemple, d'efficience, est-ce que la personne arrive à se retrouver dans une technologie en ligne, par exemple, facilement arrive à faire sa tâche. Alors, qu'est-ce qu'elle dit à voix haute pendant qu'elle se promène là, dans la technologie? Donc, des fois, il y a des méthodes comme ça pour capter ce que la personne vit pendant qu'elle interagit avec la technologie. Donc, dès qu'on trouvait quelque chose qui était soit un questionnaire ou une mesure de performance ou une approche qui captait l'utilisabilité, à ce moment-là, on le retenait. C'est comme ça qu'on est arrivé à nos 56 ou 57 questionnaires que vous voyez en ce moment. Et si, par exemple, pour mesurer l'efficacité d'une technologie, je mesure en termes d'impact sur sa qualité de vie, parce que le but de certaines technologies, c'est d'améliorer la qualité de vie, bien, à ce moment-là, on le retenait parce que c'est une mesure d'efficacité d'une technologie. Donc, je regarde la qualité de vie avant, la qualité de vie après la technologie, et là, j'ai une hypothèse d'une augmentation, alors je mesure l'efficacité avec ce questionnaire-là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a conservé dès qu'il avait servi à mesurer l'efficacité de la technologie. Donc, c'est de cette façon-là qu'on est arrivé à en retenir certains et pas d'autres. Et là, comme je te dis, on était parti de 20 000 références. Ça date quand même, donc, de 2019, cette recension-là. Alors, c'est pour ça qu'on vous dit que s'il y a d'autres outils qui ont été publiés depuis et que vous voyez qu'ils ont une pertinence pour évaluer les technologies de réadaptation, on est ouvert à en ajouter davantage, mais on aimerait bien approfondir ce qui est là déjà, parce qu'on sait que ça a été utilisé dans différents contextes de réadaptation. Fait que c'est comme un menu de départ qu'on vous offre, mais par exemple, le MIQ, c'est venu d'une étudiante qui, dans sa thèse de doctorat, l'utilisait puis voulait qu'on l'inclue. Donc, c'est comme ça que le MIQ a été ajouté en cours de route. Il ne faisait pas partie de la première recension d'origine. Est-ce que ça répond à ta question, Isabelle? Puis souvent, on se dit, c'est ça, tu sais, puis pourquoi il y a des mesures d'outcome qui ne sont pas dédiées à l'utilisabilité? C'est notre définition de l'utilisabilité qui nous guide à le retenir ou pas. Puis ça, il y a toujours un jugement que les étudiants doivent faire pendant les recensions. Puis c'est pour ça qu'on a toujours un comité, tu sais, donc il y a toujours au moins 2 étudiants, 1 ou 2 chercheurs avec eux. D'habitude, là, il y a 2 chercheurs pour avoir plusieurs points de vue sur les choix qu'on fait, là, même pendant qu'on élimine les articles là, en cours de route. Alors, je ne sais pas si il y avait l'air d'avoir une deuxième question. Lisiane, est-ce qu'on offre du support conseil pour des projets spécifiques, pour le développement d'un projet? Donc, en effet, c'est arrivé, Lisiane, qu'on a eu des demandes pour être guidés là, dans le répertoire. Peut-être que Raphaël, tu peux expliquer ce que tu as fait, là, mais je sais que cette année, tu en as eu des demandes comme ça. Alors, peut-être que tu peux dire comment tu procèdes quand tu as de telles demandes. Ce qui est important de nous dire, c'est nous dire la technologie qui est concernée. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde, parce que on a des mots-clés, en fait, dans les fiches pour faciliter les recherches, on a mis des mots-clés par rapport aux technologies. Puis déjà des chercheurs qui nous ont contactés en disant « Ah tiens, j'ai envie de travailler sur telle technologie, est-ce que vous avez des questionnaires ?» Et ça, si on nous donne la technologie, nous, on peut les retrouver facilement. Il faut savoir qu'il y a toujours ça, le risque, c'est qu'il y a des questionnaires qu'on a identifiés qui ont une fiche sommaire, donc au moins il y aura déjà les premières références ou savoir dans quelle étude ça a été utilisé. Puis le mieux, c'est là, on est vraiment content quand c'est comme ça que ça se passe, qu'on nous sollicite, puis que nous, on a des fiches complètes en disant voilà les propriétés psychométriques de l'outil et on peut aider comme ça si on me contacte. Et dans la communauté de pratique, ta question est intéressante, Lisiane. Si c'est ça un des besoins, un peu, parce que moi, souvent, je dis qu'en utilisabilité, il faut un dispositif de mesure. Il faut comme des stratégies qualitatives, quantitatives, qui touchent plusieurs des paramètres d'utilisabilité, dépendant là, de si c'est le cœur là, de ce qu'on veut faire dans un projet. Donc, juste de réfléchir à ce dispositif-là, peut-être la communauté de pratique, ça pourrait être un des thèmes à regarder. Comment je crée mon espèce de menu pour évaluer la technologie? Ça peut être en soi un exercice intéressant à faire, je pense, pour la communauté de pratique. Puis l'autre élément que j'aurais le goût de rajouter, c'est que je ne sais pas, Lisiane, quel
quelle technologie vous visez ou quel outil vous visez, mais ce qui peut être intéressant, c'est que peut-être vous-même, vous allez avoir ce besoin-là de dire, il faut que je cherche si le répertoire ne le couvre pas actuellement, peut-être vous allez avoir besoin de le faire. Et là, sans doute que vous pourriez commencer, en fait, une recension si c'est pertinent dans votre projet de recherche ou dans votre thèse ou peu importe à quel niveau vous êtes. Puis là, vous pourriez bénéficier, en fait, de toutes les connaissances et compétences de Raphaël pour vous guider là-dedans aussi. Là. Fait que ça, c'est une autre option, je pense. Puis à ce moment-là, les résultats de ce que vous allez produire, toute la communauté au complet va en bénéficier. Parfait, Oui, merci. c'est ça. Ah, OK, Lisiane. Excuse-moi, Lisiane. On a entendu ton merci. Je t'ai presque coupé, mais je pense qu'on a eu le temps de l'entendre. Donc, je vois qu'il y a Marie-Hélène et Myr qui seraient intéressés à ce qu'on les recontacte. Moi, je ne sais pas trop si on va avoir leur courriel, mais j'imagine, Catherine, tu pourras nous aider parce que s'ils sont inscrits, tu dois avoir leur lien. Puis, je ne sais pas si c'est des personnes étudiantes ou chercheurs. Ça, c'est... Parce que souvent, ce qui fait que les chercheurs vont vouloir s'impliquer, c'est de savoir est-ce qu'il y a un ou deux étudiants intéressés. Des fois, présentement, dans leur labo, il n'y a personne. Mais ils se disent, moi, je serais prêt par contre à me joindre à une équipe sur un thème, mais je n'ai pas d'étudiants en ce moment qui sont disponibles pour faire ça. Donc, des fois, on fait aussi cet arrimage-là entre des gens. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a eu des équipes, U-Laval avec U-Montréal, McGill. On a eu beaucoup aussi d'interuniversitaires à cause de ça. Puis c'est sûr que pour un réseau comme Inter, je pense que c'est intéressant de pouvoir favoriser des maillages. Donc, autant pour Repart qu'Inter, c'est des choses qui peuvent être utiles à faire valoir là, pour le réseau. Est-ce qu'on a d'autres? OK, Marilyn, la validité est documentée selon les groupes d'âge. Alors, peut-être que pour ça, Raphaël, je te laisse répondre. Ça, c'est une bonne remarque. Nous, c'est des informations qu'on voudrait savoir. C'est qu'est-ce qui vous intéresse, vous? Parce qu'on met des filtres dans la barre d'urbain pour les recherches, pour faciliter. Puis, on a toujours des questions. Qu'est-ce qu'on met comme type de filtre? Est-ce qu'on regarde par population, des choses comme ça? Je pense que population pédiatrique, puis en fait, moins pédiatrique ou adulte, on fait la différence, mais on ne fait pas forcément avec les aînés ou des choses comme ça, on ne va pas aussi loin. Mais c'est des choses qu'on pourrait faire, qu'on pourrait dans les prochaines recensions identifier. Puis justement, ça nous intéresse d'avoir votre retour sur ça, sur vous, qu'est-ce qui vous intéresse comme information. Donc, peut-être, Naï, le filtre actuel, on pourrait toujours, là, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre dans le chat si tu l'as, le filtre. Parce qu'en ce moment, il y a quand même des catégories sur chaque fiche. Ce serait chouette d'avoir un outil décisionnel sur quel type de test a été utilisé. On dirait que là, je ne suis pas sûre de la comprendre, cette question-là, Frédéric. Ah. En fait, je me disais, tu sais, c'est un peu comme quand on fait le choix des stats. Je me disais, si tu as une question sur, je ne sais pas, utilisabilité avec telle technologie, tu irais vers plutôt quel test ou je me disais, ça pourrait être comme intéressant, mais en même temps, c'est peut-être complètement infaisable parce que ça évolue tellement, tellement vite, je ne sais pas. Mais voilà, je comprends mieux. Mais c'est le filtre dont Raphaël parlait. Donc, depuis le début, oui, c'est ça que j'ai compris après, mais il l'a dit après. C'est ça, parfait. Fait que c'est un peu cette idée-là. Donc, moi, je pense que quand spontanément, parce qu'on a déjà fait un atelier où on avait plusieurs personnes là, qui pouvaient utiliser le répertoire, puis on leur avait dit, si on crée des filtres, c'est quoi, d'emblée, quand vous imaginez aller sur une plateforme comme ça, c'est quoi les filtres que vous pensez qui sont intéressants pour vous? Donc là, je vois l'âge, je vois le type de technologie. C'est pour ça qu'on a utilisé une classification de technologie. Donc, c'est possible après ça pour nous de sortir seulement celle, par exemple, sur la réadaptation du membre supérieur. Alors, vous n'auriez que les fiches qui ont évalué la réadaptation du membre supérieur. Donc, ça sera... donc, c'est un peu ça que tu veux dire. Donc, cette idée-là de filtre à poursuivre. OK. Vieux chercheur, Myr. Ah, Myr, est-ce que tu étais à la réunion de Société inclusive? Je pense que là, je te replace, mais je ne te vois pas parce que tu as peut-être ta caméra fermée, mais c'est pas que je me souviens que tu étais vieux, là, mais ton nom, tout à coup, là, vient de faire un lien dans ma tête. Je suis dans la deuxième page et mon caméra est ouverte. Ah, mais oui, c'est bien toi. C'est bien ce vieux-là.
Je me rappelle, on Je te était à la demandais si table l'un à c'était des côté de étudiants ou l'autre. des chercheurs. Donc C'est bon. Oui, oui, je le sais, j'ai compris que c'était ça. C'est vraiment sympathique. OK, Isabelle Pagé aussi, qui serait intéressée. Je ne sais pas si elle est chercheure étudiante. Et puis, Frédéric pour la communauté de pratique, super. Et j'en profite pour saluer Dahlia, parce que Dahlia Kerry, elle était là dans le corridor la première fois où on s'est regardé, on est sorti d'une réunion, on a dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, Dahlia fait partie là, de la première cohorte d'étudiants qui ont fait là, la grosse recension. Là, elle était là à ce moment-là, donc j'en profite pour la remercier. Tantôt, j'ai souligné Léonel qui était là aussi, donc qui était étudiant. Je ne sais pas si tu veux dire quelques mots sur ton expérience, Léonel, mais je sais que tu as vraiment été, tu as été très enthousiaste dans ta participation. Je te permets de dire un mot si tu veux. Oui, merci beaucoup, Claudine. Ben, ça a été vraiment un grand plaisir pour moi d'avoir participé quand même à un sous-comité de ce comité de UTEC, enfin, avant que ça ne s'appelle UTEC et tout, parce que on réfléchissait à quel nom donner et tout. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié tout au début. J'étais un peu dans les questionnaires de façon globale, mais bon, il s'agissait précisément de s'intéresser à tout ce qui est technologie de la réadaptation, j'ai pas hésité à embarquer avec d'autres collègues du CIRIS et tout. Donc, ça nous a permis quand même de faire un gros travail sur la PIADS qui aujourd'hui on a fait une revue systématique en temps qui ça fait quand même tâche dans la littérature. Et donc, moi, ça me fait plaisir et ce serait encore avec un grand plaisir que je replonge. Je vais pouvoir replonger avec vous pour travailler sur pas mal d'autres outils. Merci Merci, beaucoup, Claudine. Léonel. Merci. Et on a une jeune prof, donc Isabelle Pagé. Alors, déjà, on fait un système de filtrage là, de nos participants. Il y a Et puis Catherine qui avait la main Carolina qui nous levée. remercie. Comment? J'ai dit, il y a Catherine qui a la main levée. Ah C'est oui, juste pour Catherine. dire aussi que j'ai mis nos adresses courriels à tous les quatre dans le chat. Donc, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas manifesté, je l'ai pris en note, tous ceux qui se sont manifestés. Mais si vous y pensez après, puis vous choisissez après, vous nous écrivez. Puis si vous avez des questions, évidemment, là, donc vous avez nos adresses courriels dans le chat. Et là, je laisse la question à Catherine. Ton micro est fermé, Catherine. Un grand classique. Là, je me passe à l'abri de ça, mais non. Donc, en fait, j'ai juste validé là, pour les personnes, soit chercheuses ou étudiantes qui seraient intéressées à intégrer la communauté de pratique. Là, je vois vos adresses. Là, c'est la meilleure façon, dans le fond, de vous rejoindre, j'imagine, c'est en écrivant un courriel là, directement. Puis, je voulais savoir aussi, est-ce qu'il y avait des niveaux de collaboration possibles? Donc, si quelqu'un a une idée, mais peu de temps, est-ce que juste vous contacter, dire j'aurais une idée, ça serait bien que ça soit développé, puis ça sonne une petite graine, mais la charge de travail ne reviendrait pas nécessairement à la personne qui a l'idée. Est-ce que cette distribution-là du niveau de collaboration là, est possible? Ben, écoute, moi, je pense à des exemples là, où on a eu, comme je disais tantôt, certains profs qui disent, j'ai pas d'étudiants, mais moi, je suis prêt à venir au comité de revision. Donc, ça, c'est peut-être un rôle qui arrive, tu sais, il y a eu tout un travail approfondi. Et puis, à ce moment-là, cette personne-là se joint à nous au moment du comité de revision. Et puis, c'est à ce moment-là, ben, on cite sa contribution là, dans la référence dont je parlais tantôt. Puis ça fait un lien entre, par exemple, un jeune prof et, puis je ne veux pas dire que les vieux ou un vieux prof, et cette équipe-là d'étudiants. Donc, ça peut aussi peut-être attirer des collaborations vers votre laboratoire. Fait que peut-être que le temps qui est investi là peut éventuellement faire des liens à plus long terme. Au niveau des étudiants, ben là, tu sais, c'est ça. Il y a des outils, je pense entre autres, là, le SUS, il est costaud parce qu'il y en a de la littérature sur le SUS. On a d'autres outils comme le MIQ qu'on a fini avec une seule référence à faire dans Cosmine. Fait qu'on peut aussi peut-être vous guider vers des outils plus ou moins costauds selon le temps que vous souhaitez mettre. Puis c'est sûr que si on trouve une seule référence, on ne fera pas une publication formelle avec ça. Donc, si je veux tout simplement contribuer à une fiche, vivre cette expérience-là, apprendre plus sur l'utilisabilité, les critères Cosmine, donc de ressortir de là avec, je dirais, un apprentissage méthodologique,
mais peut-être que de faire une publication sur la recension, j'y tiens pas. Donc, on pourrait choisir avec ces personnes-là un outil plus simple, là, disons, dans le sens qu'il y a moins de littérature. Parfait. Puis d'un autre côté, une personne étudiante qui serait peut-être intéressée à aider, mais qui n'a pas d'idée d'outils nécessairement en tête, j'imagine qu'ils sont les bienvenus aussi. Là, je vois que Naï veut prendre la parole, donc je te laisse parler, Naï. Ouais, je peux intervenir vu qu'il y a un an, j'étais cette étudiante qui n'avait pas d'outil spécifique et qui voulait collaborer. Et donc, j'ai été mise pour travailler sur une des fiches qui est la fiche EMI d'ailleurs. Ça prend pas beaucoup de temps pour faire une fiche en général. On n'est pas seul. Moi, j'étais avec une autre étudiante, par exemple. Donc, ça m'a permis de travailler avec d'autres étudiants et gérer le rapport entre le travail, le temps que ça m'a pris et l'ajout sur le CV en contrepartie, c'est vraiment gagnant pour les étudiants. Donc, j'encouragerais vraiment à aller faire des fiches si on ne veut pas prendre toute une grosse recension aussi. J'ajouterais, c'est super, merci Naï. Puis j'ajouterais aussi, si vous avez une expertise vous-même en utilisabilité, mon Dieu, faites-nous signe. Peut-être que ça pourrait être la place d'un atelier. Donc, si vous utilisez, je ne sais pas, le Thinkalad ou vous utilisez beaucoup le high tracking, ce genre de choses-là, ça pourrait être super intéressant de pouvoir organiser quelque chose puis de le partager. Au même titre que si au contraire, vous voulez vous intéresser à une approche que vous ne faites pas actuellement, faites-nous signe aussi. C'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre là, en évidence. Là. En tout cas, moi, je fais partie de celles qui ont le goût d'apprendre toutes sortes de méthodes, puis après ça, de raffiner la rigueur puis les choix que je fais. Là. Donc, ça aussi, là, vous pouvez n'hésitez jamais à nous contacter pour ces idées-là, ces besoins. C'est vraiment cette idée-là de tout le monde ensemble, qu'on met l'épaule à la roue, on réfléchit ensemble. Donc, UTEC n'appartient pas à nous quatre, il appartient à toute la communauté qui a bien le goût de s'y impliquer. Là. Puis là, je viens de voir sur la page 2 que Philippe est là aussi. Philippe aussi était là dans les premières et je me souviens qu'il nous avait proposé un prototype de fiche sur les approches. Et puis, ben, je te remercie, Philippe, d'être là aujourd'hui, bien que tu connaisses très bien UTEC. Donc, je pense que les autres personnes, je pense que je n'ai pas oublié les autres, là, je regarde, là, puis alors on a beaucoup de personnes qui étaient probablement des curieux, comme on avait sur notre première fenêtre WooClap. Donc, j'espère que ça a répondu à vos questions. Il nous reste comme 5 minutes, mais en même temps, je pense qu'on a pas mal fait le tour là, de ce que je vois. Il n'y a plus d'autres questions. Peut-être je peux réagir à ce que Karine disait en termes de nouvelles technologies. Tu parlais de eye tracking, Oui. C'était le suivi oculaire, là, c'est ça? Oui. Effectivement, dans mon laboratoire, on a ce genre de technologie et on est très intéressé, disons, pousser plus loin son utilisation dans le sens parce que ça nous indique certains comportements visuels des utilisateurs. Éventuellement, ça peut révéler aussi comment on explore notre environnement. Alors, c'est sûr que ça peut être l'intérêt pour... D'ailleurs, j'ai une étudiante au doctorat aussi qui utilise ça pour son projet sur la mobilité des personnes en chaise roulante. Donc là, ça pourrait effectivement, de partager, d'avoir des échanges, ça pourrait être aussi une belle activité peut-être qu'on peut prévoir éventuellement. Super. Je retiens ça. Pour rien, je l'ai nommé, c'est un de mes intérêts. Ça va me faire plaisir qu'on partage ça. Puis l'eye tracking est super intéressant pour voir qu'est-ce que les gens voient, mais aussi ce qu'ils ne voient pas dans ce qu'on prépare. Ce qu'ils ne voient pas, effectivement. Parce que j'ai fait partie des organisateurs d'une conférence qui est de mon domaine, là, de GIS Science, donc là, ça s'appelle COSIT. Donc là, c'est vraiment la théorie de l'information géographique, mais il y a vraiment une bonne communauté qui utilise cette technologie-là pour vraiment voir comment les gens interagissent avec l'environnement de façon visuelle. Et à partir de ça, il y a plein de choses que ça peut être, disons, compris sur notre comportement dans l'environnement. Oui, tout à fait. Puis la technologie subit aussi, là, tu sais, fait que des grosses entreprises comme Tobii qui développent quand même des équipements super intéressants, là. Fait que là, on est même rendu avec des lunettes mobiles
pour aller explorer l'espace, là. Fait qu'il y a Exactement. vraiment des choses à explorer. Tout à fait. Mm. Et d'ailleurs, Super. j'ai les deux, en fait, Toby mobile pour dans la rue et Toby devant l'écran. Donc, ça peut être effectivement des choses qu'on peut OK, ben si tu explorer. me permets, Mire, je vais te recontacter. Oui, ça me ferait plaisir. C'est exactement là qu'on veut aller. Alors, je suis Oui. très contente, là, c'est vraiment. Alors, on peut aussi tenir une autre séance éventuellement quand la communauté de pratique commencera pour voir, tu sais, quels sont ces thèmes, puis vous pourrez venir voir si ça vous intéresse, puis ensuite, à vous de choisir là, de poursuivre ou pas, là, mais c'est ça. Des fois, le menu fait que, ah, ça, j'ai un intérêt. Donc, on construit à travers, il y a combien de personnes qui sont intéressées, comme de raison, ça nous aide. Mais merci. J'ai comme un goût de dire, Alors, minimalement, venez vous connecter sur le LinkedIn. Fait que vous allez être au courant au fur et à mesure là, de ces éléments-là. On a pris en note là, tous ceux qui avaient déjà exprimé leur intérêt. Vous avez nos adresses courriels, donc n'hésitez pas. Puis, ben, c'est super. Ben, merci beaucoup à tout le monde là, pour votre présence ce midi.